0. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième rendez-vous de notre série de conférences en place qui a démarré la semaine dernière, donc ayant pour objectif de vous accompagner tout au long de cette fermeture pour essayer de préparer la reprise dans de bonnes conditions, dans de bonnes valeurs également. Donc voilà, donc merci d'être venus nombreux, de plus en plus là, chaque webinaire on a plus de monde, c'est super. Donc jeudi dernier, on avait commencé avec une conférence un petit peu globale sur les nouvelles tendances avec Jacques Bally de Goemio, Vincent Brassard de la Tablée des chefs, Simon Carlier, chef à Toulouse, Jérôme Doria qui est au GNI et restaurateur. Également hier, Pierre-Olivier a animé une conférence sur l'expérience en salle, très intéressante, avec notamment François Pipala, donc maître d'hôtel à la Maison Bocuse, Benoît Brochard au Bonbon en Belgique, et Philippe Forbrac, ainsi que Hélène Binet, qui était présente également de Un œil en salle. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce fameux sujet du click and collect dont tout le monde parle depuis maintenant plusieurs semaines, qui fait bouger un petit peu le monde de la restauration, mais avec un œil un petit peu différent, puisqu'on va parler de la réservation et du click and collect. Donc, ce fameux modèle hybride qui risque d'arriver à la réouverture et de comprendre un petit peu comment tout ça peut s'articuler. Pour en parler aujourd'hui, donc j'accueille nos super intervenants. Donc Nicolas Gauthier, donc chef propriétaire du restaurant Nature et du bistrot Hergé à Armentières. Nicolas, tu as lancé un petit peu avant et puis surtout à l'occasion de ce confinement un nouveau concept bocal, donc comme local, de bocaux à emporter. Tu nous en parleras plus en détail. André Terrail, donc propriétaire du fameux restaurant emblématique de la Tour d'Argent, mais pas que, du groupe La Tour d'Argent. Donc la rôtisserie de la Tour, la boulangerie, l'épicerie, évidemment aussi le resto La Tour d'Argent à Tokyo. Donc André, tu nous parleras de ta boutique en ligne, puisque ça fait longtemps déjà que tu fais de la vente en ligne, mais également de tout ce que tu as lancé au cours de ce confinement pour dynamiser l'entreprise, et tu nous parleras évidemment des objectifs que tu as cherché à atteindre. Rémi Ohaillon, donc meilleur ouvrier de France en communication digitale, président fondateur de la société Happy & You, qui est spécialisée à agence de conseil et communication, mais également éditrice du logiciel de Click and Collect, Console Shop & Go, lancé peu de temps avant justement cette crise. Bon timing, bien joué. Et puis enfin, Guillaume Ferret, donc, qui est responsable du réseau restaurateur chez les collectionneurs. Donc les collectionneurs que tout le monde connaît, réseau d'indépendants d'hôtels et restaurants d'environ 600 adresses, donc un petit peu partout en France. Voilà, donc les présentations sont faites. Moi-même, je suis directeur général de Guest Online, donc société spécialisée dans la réservation en ligne, mais également téléphonique. Enfin, on gère tous les flux de réservation des restaurants. Je vais, avant de commencer et parler un petit peu plus du contexte, je vous explique à tous comment ça fonctionne. Alors, évidemment, vous commencez à être habitués. Donc, vous verrez pendant la conférence, donc en haut à droite de votre écran, enfin sur la droite de votre écran, vous avez deux petits onglets. Onglet questions, onglet sondage. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Vous verrez les questions des autres, ce qui vous permettra de voter si la question vous intéresse. À la fin, on prendra 20 minutes, peut-être plus, si vraiment il y a beaucoup de questions, pour répondre au maximum de questions. Les plus votées, évidemment, on démarrera par celle-là. Et également, tout au long de la conférence, on posera des sondages. Donc, n'hésitez pas. Donc, vous verrez un petit point rouge à côté du mot sondage qui s'affiche. Vous pourrez à ce moment-là y répondre. Ça nous aidera à aiguiller un petit peu le contenu et à mieux comprendre aussi votre intérêt. Donc, si tout le monde est bon, on va pouvoir démarrer. On voit que ça continue à se connecter, donc les gens vont arriver petit à petit.
Alors, avant de laisser parler tout le monde et de me taire, je vais vous parler un petit peu du contexte très rapidement. Alors, j'ai essayé de le résumer en 3 chiffres, même si aujourd'hui, on voit beaucoup de choses passer. Le premier qui me semble finalement le plus important, c'est la perte de chiffre d'affaires, évidemment, de la restauration commerciale depuis le début de ce confinement, enfin, depuis la mi-mars. Donc, évidemment, en deux semaines, il y a eu 80% de chiffre d'affaires en moins dans la restauration, ce qui a forcément poussé le monde de la restauration à se réinventer ou en tout cas à réfléchir à des moyens de rebondir, sachant qu'en plus, on ne connaissait pas, d'ailleurs, on ne connaît toujours pas la durée de fermeture des établissements. 71%, c'est le chiffre à aujourd'hui connu des consommateurs qui ont eu recours à la livraison ou à la vente à emporter depuis le début du confinement. C'est un chiffre assez important. On le voit, donc on a beaucoup parlé des gens qui cuisinaient chez eux, mais a priori, il y en a quand même encore énormément qui se font livrer des petits plats à la maison. Et c'est à mettre en face du dernier chiffre qui est 84%, c'est le nombre de Français qui souhaitent retourner au restaurant dès la réouverture. Donc là, on voit tout de suite ce petit problème, on va dire, entre une forte participation des gens à avoir recours à la livraison, vente à emporter, qui est un nouveau métier pour le restaurateur, mais malgré tout, il va falloir continuer à servir en salle. Donc ça va être un petit peu l'objectif de cette conférence, comment on va pouvoir équilibrer ces deux axes, ces deux nouveaux métiers du restaurant. On va commencer directement, pour ne pas perdre de temps, parce que les échanges seront a priori très intéressants, par la première question. C'est justement, est-ce que ce fameux click and collect, c'est un Eldorado? On a avec nous plusieurs personnes qui ont des retours d'expérience, évidemment, soit très concrets, terrain dans leurs propres établissements, André et Nicolas, mais également sur plusieurs restaurateurs, Rémi et Guillaume, vous voyez évidemment des restaurateurs tous les jours, donc vous allez pouvoir nous parler un peu de ça. Je vais commencer par toi, Nicolas. Donc sur ton restaurant à Armentières, alors a priori c'est plutôt le bistrot pour l'instant, donc tu as lancé ce concept de bocaux. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous donner les premiers résultats? Comment tu l'as mis en place? Voilà, parle-nous un petit peu de ton premier retour. 1 mois et demi. Je ne sais pas quand est-ce que tu as lancé ça précisément. Oui, on l'a mis en place c'est ça, un peu plus d'un mois et demi maintenant. On l'a mis en place assez rapidement. En fait, c'est quelque chose qu'on avait dans le creux de la tête. Hein. C'était un projet qu'on avait déjà depuis un certain temps, mais qu'on avait vraiment. On s'est dit, tiens, un jour, si on devait faire quelque chose, on ferait peut-être ça, mais pas plus que ça. Et il y a eu un moment où, pendant le confinement, on s'est dit, allez, il faut le faire. On se lance, on y va. Donc, on s'est pris, parce qu'il faut réagir rapidement. Donc, on s'est dit, allez, on va créer ça comme si on créait presque un nouvel établissement, en tout cas une nouvelle marque. Donc, on prend depuis le départ, on trouve un nom, on cherche un nom intelligent, on se fait faire un logo assez rapidement aussi. Et puis de là, on enfile les paires les unes après les autres, et puis on y va, quoi. Donc, en l'espace d'une semaine, l'ensemble est presque créé, quoi, j'ai envie de dire. On peaufine toujours au fur et à mesure, et on peaufine encore, d'ailleurs. On améliore les choses au fur et à mesure. Mais en une semaine, 8-10 jours maximum, la boutique est en ligne et on a lancé la machine. La première semaine, ça se passe relativement bien, puisqu'on fait, je n'ai plus les chiffres exacts, mais aux alentours de 300-400 bocaux, ce qui équivaut à 60-80 menus peut-être à peu près, ou une centaine de menus sur la semaine, étalés sur la semaine. Et puis on communique, quelques photos sur les réseaux, dans un journal local, enfin voilà, on communique un peu dessus. Et là, ça prend une ampleur, les gens commencent à en parler, commencent à le savoir. Et là, ça accélère, puisque dès la deuxième semaine, on en fait 800, la troisième semaine, on en fait 900, et là, on avoisine quasi chaque semaine à peu près les 1000 bocaux par semaine. Donc, ça en fait pas mal, quoi. Donc, après, structurer le tout, voilà, tout mettre carré. J'ai eu la chance de pouvoir, avec les 2 établissements, j'ai au total 5 cuisiniers. J'ai pu remettre les 5 au travail, parce qu'en fait, au départ, quand on a 400 à faire, avec 2 personnes, ça allait, plus mon épouse, plus mon frère qui gérait les livraisons, parce qu'on avait mis en place des livraisons.
Et puis finalement, on se rend compte que vu le débit qu'on envoie et qu'on nous demande, on réfléchit, on se dit est-ce qu'on se stagne à ça ou est-ce qu'on continue sur la lancée? Et puis de toute manière, en même temps, on n'a rien d'autre à faire. Donc on se concentre dessus et on le fait à fond. Et là, je fais entrer 2 cuisiniers, ceux de mon restaurant gastronomique, qui eux, pour le coup, produisent les grosses quantités, entre guillemets, qu'il va nous falloir, ou les cuissons longues et tout ça au restaurant gastronomique, pendant qu'au bistrot, ils chapeautent les dressages, les finitions, les assaisonnements et tout ça. Voilà. Ok, super. C'était un concept que tu avais imaginé un peu avant Avant, pas complètement. C'est-à-dire qu'on s'était dit, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, parce que dans la restauration, on en parle beaucoup, le takeaway, finalement, la vente emportée, tout ça, on sait que c'est quelque chose on nous demandait régulièrement, finalement. Il y a beaucoup de gens, déjà, avant, nous demandaient « Ah, pourquoi vous ne faites pas emporter ?» Régulièrement, on fait notre beurre nous-mêmes sur nature, sur le restaurant gastronomique. Le nombre de fois, on m'en demande « Ah, vous ne pouvez pas nous en vendre un peu emporté, vous ne pouvez pas nous en vendre emporté ?» Et du coup, on s'était posé la question, on s'était dit « Tiens, est-ce qu'on ne ferait pas… » Voilà. Alors, on avait fait une première étape, c'est qu'on avait fait une mini-boutique en fait, dans notre restaurant gastronomique. Et en fait, cette mini-boutique marche super bien. Donc, avec des produits d'artisans locaux, avec 3 produits qu'on fabrique nous-mêmes, enfin des choses comme ça. Et c'est de là qu'on s'est dit, mais attends, la boutique fonctionne. Si on se met à faire ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et on l'a démontré là, c'est que ça fonctionne plutôt très très bien. Ok, super. Avant de passer la main à André, je viens de publier un sondage, donc justement pour savoir un petit peu qui d'entre vous ont déjà justement mis en place des systèmes de click and collect depuis le début de la crise. C'est intéressant d'avoir vos retours pour qu'on connaisse à petit peu près aussi le nombre de personnes qui sont déjà parties là-dedans ou pas parmi les restaurateurs. Donc n'hésitez pas. Continuez et posez aussi vos questions dans l'onglet questions. Je le répète, je le répéterai encore un petit peu. André, la boutique en ligne, c'est déjà quelque chose que tu avais mis en place depuis longtemps à la Tour, enfin au groupe La Tour, mais plus précisément, là, qu'est-ce que tu as mis en place pendant cette période-là? Peux-tu nous donner déjà des premiers retours? Bien sûr. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Nous, on a construit notre expérience, reposé sur l'expérience de la boulangerie. Avant tout, en fait, quand le confinement a démarré, on a fermé nos 2 restaurants immédiatement, bien sûr. Mais on a fait le choix de garder la boulangerie ouverte, ce qui était dans un premier temps pas si évident que ça. Je tiens à saluer le professionnalisme des équipes. On a mis en place évidemment toutes les règles d'hygiène, de distanciation et de barrières pour garder la boulangerie ouverte avec le maximum de sécurité pour nos clients et pour les employés, sachant qu'on a entre 400 et 500, environ 450 clients par jour en moyenne. C'était un petit peu moins au début du confinement, mais on est de retour sur ces chiffres-là, donc ça fait quand même un trafic à gérer. On s'est reposé sur une solution qui s'appelle Rapidol et sur la livraison sur Stuart. On s'est bien évidemment posé la question de savoir si on devait travailler avec Deliveroo ou Uber Eats, mais on souhaitait absolument garder ce contact direct avec les clients et surtout le contrôle absolu de la base de données et du service. Et puis après, c'est toujours bien aussi de travailler, je pense, avec des entreprises françaises pour tout un tas de raisons. Donc, on s'est vraiment reposé sur l'expérience de la boulangerie. Ça a gentiment marché, ça marche toujours bien. On fait entre 15 et 20 commandes par jour. C'est pas énorme, mais néanmoins, ça permet d'étendre le rayon de la clientèle en dehors du 5e arrondissement, puisqu'on livre tout Paris. Et puis en click and collect, ça permet de fluidifier le trafic de la boulangerie. Donc, ça nous a vraiment servi d'expérience. Ça a été très très riche avec tout ce tâtonnement qu'on peut imaginer en plus dans des conditions qui sont complexes au début du confinement et encore aujourd'hui. On a étendu ça au bout d'un mois environ à La Tour et on a démarré les canards, donc les canards de la Maison Burgot avec qui on travaille depuis 60 ans. Donc c'est un produit exceptionnel qu'on a souhaité mettre à disposition de nos clients, donc en livraison d'abord en région parisienne et maintenant à travers la France, donc avec Chronofresh. Et on en vend une centaine par semaine. C'est un produit superbe.
C'était assez amusant, en fait, voilà, de mettre à disposition de nos clients, donc un canard prêt à cuire, hein, il n'est pas cuisiné, on le reconditionne un petit peu, on y rajoute une recette de notre chef numéro 1 de France, Yannick Franck, et on l'expédie. Et on a l'impression que les clients sont assez contents, puisque on a quelques clients qui recommandent. Bon, c'est des beaux bébés, hein, il y a à manger, mais on a quand même quelques nouvelles commandes. Et puis après, on a, juste pour terminer, on a étendu ça avec les plats cuisinés de la rôtisserie, donc c'est notre petit bistrot juste à côté, bénéficiant de l'expérience de la boulangerie et ensuite des expéditions sur la tour. On a toujours la même solution, Rapidal. On a étendu ça au plat cuisiné. Aujourd'hui, ça marche gentiment. On est passé en 7 sur 7. Ça représente en moyenne 15 à 20%. Voilà, c'est un petit peu plus aujourd'hui, mais on pense que ça va se tasser un petit peu, donc peut-être 15 à 20% du chiffre d'affaires que nous faisions habituellement. C'est pas considérable. On ajuste évidemment les ressources qu'on met en face en termes d'équipe, en termes d'achat, pour que ça reste rentable. Je pense pas qu'on fasse des profits énormes là-dessus. Mais tout ça, c'est drivé par la nécessité pour nous de garder le contact. C'est très très important de garder le contact avec nos clients, de préparer les réouvertures. On ne sait pas trop ni quand ni comment, mais en tout cas de garder le contact avec nos clients, et on est très heureux d'avoir de leurs nouvelles et de leur en donner. Et on a senti que qu'on était là pour nos clients et que ça leur faisait plaisir. Et ça, c'était peut-être la chose la plus importante. Merci André. Le type de clientèle là, qui vient, qui utilise ces services-là, c'est la clientèle traditionnelle, habituelle, ou c'est une nouvelle clientèle Alors, pour la rôtisserie, c'est vraiment la clientèle habituelle qui connaît les plats de la rôtisserie, qui est contente de les retrouver et qui, quelquefois, indépendamment du site internet, nous fait des commandes spéciales et puis on essaie d'y répondre. Et ça, c'est vraiment comme tous les restaurants sont en train de faire actuellement. Et puis sur la boulangerie, c'est intéressant parce qu'on là justement on touche une clientèle qui est souvent à l'autre bout de Paris et qui a envie de se faire plaisir avec la tarte aux fraises qui vient de sortir et quelques belles viennoiseries. Et sur les canards, là je pense qu'on a justement des clients qui sont probablement jamais venus à la Tour d'Argent, qui se disent que ils vont retrouver leur famille, les amis, qui vont se faire un beau déjeuner le samedi et le dimanche et ils vont commander un canard, le canard de la Tour d'Argent. Donc c'est plutôt sympa. Merci. Je vais passer la main à Guillaume. Donc Guillaume, évidemment depuis la fermeture des établissements, vous faites des réunions régulièrement entre adhérents, avec les membres, etc. pour essayer de trouver des solutions. Donc forcément, le click and collect est un sujet important, parmi tant d'autres, mais quand même celui-là est souvent arrivé. Quels sont les premiers retours que tu as? Il y a forcément des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. On a 2 exemples de succès, a priori, mais il y a eu certainement aussi quelques fiascos, c'est normal. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les grandes tendances? Est-ce que tu as vu des schémas qui ne marchent pas et des schémas qui marchent à coup sûr? Ça, c'est souvent plus difficile, mais il y a peut-être des trucs déjà à ne pas faire. Peux-tu déjà nous donner un petit peu une vision un peu plus globale? Oui, bien sûr. Déjà, on est le 20 mai. Il faut savoir que sur le Click and Collect, il y a des gens qui ont démarré dès le 15 mars. Par exemple, Nicolas qui est avec nous. Je peux en citer plein d'autres. Mais ce qui est important, c'est que le Click and Collect, ça ne se décide pas du jour au lendemain en disant on va faire de la vente à emporter ou de la livraison. Après, sur le Click and Collect, pour moi, il y a plusieurs métiers dans le Click and Collect et ce n'est pas Rémi qui va me contredire. C'est le métier de vente à emporter, le métier de la livraison, le métier de chef à domicile, comme Rémi le dirait, et le métier aussi des points relais où on peut échanger avec plusieurs intervenants de notre milieu, c'est-à-dire un viticulteur, un boulanger, un maraîcher. Donc la première chose dans le Click and Collect, c'est pas de se lancer du jour au lendemain dans l'expérience ou dans l'aventure. Il faut bien entendu savoir ce que font les confrères aux alentours, entre la concurrence et l'image que chacun. C'est pas Nicolas Gauthier qui va faire des burgers ou des sandwichs demain, quoi. Quand il lance le local, il a une vraie identité. Il faut faire attention à l'identité qu'on
qu'on va retransmettre aux clients. Donc, celui qui s'en sort le mieux, c'est celui qui a démarré le plus tôt possible. Alors, on prend Nico parce qu'il est là, mais on peut en prendre plein d'autres et je pense qu'on a tous des exemples pas très loin de chez soi qui s'en sortent. Et après, on affine, comme le dit Nicolas, on affine. C'est pas la première semaine, en général, c'est la phase de test où on voit l'expérience client, parce que c'est important, l'expérience du client, et comment ça avance. Et puis, au fur et à mesure, on règle les différents curseurs pour s'adapter et fonctionner de mieux en mieux. Parfait. Rémi, tu voulais rajouter un truc peut-être? Non, tout va bien. Non, tout va bien. Rémi, un peu la même question là. Tu as vu pas mal de choses. Tu as vu aussi la naissance du Click and Collect à travers ton entreprise, donc avec les écueils et les bonnes pratiques. On précisera les bonnes pratiques juste après, mais déjà, est-ce que tu commences à voir des choses là qui ressortent un petit peu des premières mises en place? Oui, effectivement. Alors, bonjour à tous. Oui, si on refait un historique, moi, si vous voulez, le 14 mars, qui est la fermeture de la date des restaurants, je ne suis pas prêt de l'oublier parce que pour l'anecdote, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, si vous voulez, chaque année, je vais bien m'en souvenir, quoi. Et certains le savent, moi, je suis un ancien cuisinier qui a été formé par Bernard Loiseau. Et si vous voulez, ce qui m'a le plus choqué, moi, dans la décision, c'est qu'en réalité, on a expliqué au final que l'activité des restaurateurs n'était pas indispensable à la société. Et moi, quand j'ai entendu ça, concrètement, le 16 mars, j'ai réuni mes équipes en leur disant, écoutez, nous, on a une grande expérience dans le e-commerce avec les traiteurs, parce qu'on a la chance d'avoir aussi des traiteurs pour qui nous travaillons. Et moi, l'idée, c'est de dire, mais comment on fait pour ne pas rendre indispensables les restaurateurs au bien vivre de la société? Voilà. Tout est parti de là. Donc là, dès le 17 mars, on a mené 2 projets. Le premier, c'est de mettre au point un logiciel de Click and Collect qui a le plus de fonctionnalités, mais en partant de notre expérience qu'on avait d'abord. Et puis ensuite, on s'est très rapidement posé la question de comment on pouvait l'imaginer au sein d'une économie vertueuse. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que je pense que quand tout modèle est en train de se créer, on ne peut plus le faire sans avoir des engagements, une manière de penser et une philosophie. Et donc, moi, je me suis dit, il faut que ce soit collectif, il faut que ce soit locavore, il faut de la solidarité et de la fraternité. Et en fait, quand on a imaginé Console Shop & Go, on s'est dit, à un moment ou à un autre, les restaurants, ils vont rouvrir. Qu'est-ce qui va faire que ce modèle va devenir pérenne? Et en fait, on a développé tout le concept du logiciel sur la base du point relais. C'est-à-dire le drive gastronomique, comme on a eu l'occasion de le faire avec Olivier Nasty tout au démarrage de l'opération, qui a formidablement bien fonctionné en termes de communication. Et puis, d'un autre côté, on s'est dit que l'avenir du modèle économique, c'était le point relais. Alors, pourquoi ce point relais? Parce que moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que quand on est au service du collectif et que des entreprises entre elles peuvent s'offrir de la visibilité mutuelle, c'est ça l'idée du gagnant-gagnant. Alors, moi, on a à peu près déjà, nous, environ 75 clients qui sont équipés de la solution. Je crois que 80% ont développé le point relais, c'est-à-dire chez le fromager, chez le caviste et chez le thème. Et ce qui fait qu'on se rapproche du domicile du consommateur et en même temps, on commence à préparer la réouverture des établissements. Parce que évidemment, demain, quand on va réouvrir, alors peut-être le 2 août et on parle du 2 juin, pardon, et le 21 juin pour les zones rouges. Le thème, c'est que on s'est dit, mais là, il va falloir confronter la clientèle qui vient apprêter pour venir manger au restaurant et fêter un événement, et en même temps, celui qui va venir chercher son paquet. Et c'est pour ça que très rapidement, on a développé le concept de unissez-vous, puis en plus, rendez service au commerçant qui est au coin de la rue, parce que lui, il va être très content de vendre des pâtisseries, de vendre du vin, de vendre du fromage en plus. Donc,
si vous voulez, on s'est dit, il faut qu'on arrive à développer un concept qui, au final, demain, va défendre les emplois. Parce que moi, je ne suis pas sûr que quand on va réouvrir les restaurants, on va pouvoir retrouver tout de suite son chiffre d'affaires, parce que je ne sais pas si les consommateurs vont revenir en masse. Donc, l'idée, c'était de passer tout de suite d'un conjoncturel à un structurel et de dire, on va développer de façon durable la solution pour venir la faire ensemble. Et tout à l'heure, je parlais d'Olivier Nasty, c'est 400 aujourd'hui plats emportés par jour qui sont vendus à peu près à 40 €. 50% du business, ils sont faits déjà dans les points relais et on observe la courbe toutes les semaines. Ben, c'est les points relais aujourd'hui compris sur le Chambard. Donc, on en est ravis. En plus, lui, il est à Kaysersberg, hein, il n'est pas dans une grande ville comme peut-être des restaurateurs y sont aujourd'hui. Donc, on en était ravis en province de développer cette solution qui rapproche les gens et crée de la proximité. Voilà, c'était ça notre idée d'origine. Ok. On va rester avec toi pour la deuxième question, parce que de toute façon, les deux sont très liés. J'en profite là, on va mettre un deuxième sondage. N'hésitez pas à y répondre. Là, c'est un peu mou sur le premier, donc mais n'hésitez pas et on continuera sur les questions. Donc le deuxième sondage justement vient d'arriver, donc et on va continuer à parler de ça. Rémi, je reste avec toi. Tu nous as parlé justement. Alors là, on va parler un tout petit peu des bonnes pratiques, plus précisément. Donc là, tu parles de proximité, etc. Mais tu as aussi parlé tu as vu parmi tes clients d'autres concepts qui ont complètement revu leur façon de voir leur restauration grâce au Click and Collect. Est-ce que tu peux nous en parler de ce que tu as déjà parmi ta clientèle ? Oui, alors moi ce que je trouve très intéressant, c'est que les restaurateurs sont bourrés d'énergie, bourrés d'idées, et en fait il y a une vraie résilience qui s'est créée. Et si vous voulez, au départ, le Click and Collect, dans les bonnes pratiques, c'est d'abord de rester dans son marché. C'est-à-dire que si vous faites des plats emportés et que vous avez déjà un prix qui est affiché, essayez de rester dans le même prix, peut-être moins 10, moins 20% pour chacun. Mais je prends par exemple voilà, la table de Chintré, Sébastien Gros-Pellier qui est à Mâcon, qui fait à peu près aller entre 50 et 80 repas par jour. Lui, il le fait que le week-end parce qu'il a voulu rester dans le créneau festif. Il s'est dit, moi j'ai une étoile, je reste dans le créneau festif, je fais ça que 3 jours par semaine, et il a affiché un prix à 38 € qui est en réalité, son menu déjeuner le midi, il est à 42. Donc vous voyez, il n'a pas beaucoup baissé. Il l'a fait de cette manière-là parce qu'évidemment, la TVA est à 5,5 aussi. Donc, la marge était plutôt intéressante et il est resté dans un prix de marché. Donc, le démarrage, c'est d'abord de bien faire le plat emporté et de structurer. Guillaume le disait très bien, il y a d'un côté ce qu'on appelle le drive et le click and collect. Et puis après, il y a le modèle où on peut passer en livraison. Et là, c'est un autre sujet. Et comme en province ou parfois dans certaines villes où c'était saturé, où il y en a, ils se sont dit la livraison, ça ne sert à rien. Ils ont commencé à inventer des nouveaux métiers. Et là, en l'occurrence, la deuxième étape dans Shop & Go qu'on peut commercialiser, c'est ce que j'appelle la magie du restaurant à domicile. C'est-à-dire que là, on fait des vrais repas en 5, 3, 4, 5 services qui sont proposés parfois avec un cuisinier et un maître d'hôtel. J'ai vu des tarifs qui commençaient à partir de 120 €. On a Christophe Baquier qui le fait à 250 €. Bon, là, attention, il y a les 3 étoiles qui sont dedans aussi, mais ça marche. C'est-à-dire que on s'est aperçu qu'il y avait une clientèle qui aujourd'hui se disent « Moi, je réunis ma famille, j'ai pas envie tout de suite d'exposer ma famille en étant avec des autres. » Et qu'en l'occurrence, par contre, que je peux venir créer un événement au sein de mon foyer, ça fonctionne. Donc, très rapidement, derrière le Click and Collect, c'est lancé la magie des restaurants à domicile. Voilà, ça, c'est ce que j'ai compris, plus particulièrement quand on était dans le marché haut de gamme. Et c'est pour ça que je dis que les restaurateurs sont extraordinaires. C'est que derrière, quand la restauration gastronomique a fait ça, les brasseries et les bistrots, eux, ont lancé les plats de partage. C'est-à-dire qu'en ce moment, je commence à avoir des clients qui lancent la bouillabaisse pour 8, par exemple, je prends cet exemple, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent des modèles dans lesquels ils se disent on ne va pas faire des menus les uns derrière les autres, mais on va faire ces plats de partage. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Et enfin, et on le voit bien, André le soulignait,
Alors là, il y a en plus une légitimité, une authenticité, un ancrage très fort avec le canard. Mais on a des clients qui ont commencé à lancer le prêt à cuire et de lancer les barbecues. Alors moi, je ne pensais pas que ça marcherait. Je crois que Nico, je ne sais pas s'il peut en parler, lui, a lancé les pique-niques. Mais en fait, si vous voulez, il y a le plat emporté que je cuisine. Et en fait, maintenant, il y a des moments de consommation qui sont en train de se créer en fonction du jour, de l'événement, du week-end. Moi, je suis même sûr qu'il y a plein de choses à faire pour la fête des mères, vous voyez. C'est-à-dire d'inventer des choses. Et le click and collect, je le vois comme ça. C'est-à-dire c'est le restaurateur qui va être agile, qui va avoir la capacité de créer un événement. Il va produire en masse en se disant je vais en vendre 200, 300. Il va même vendre en exclusivité et il va utiliser ça comme un chiffre d'affaires complémentaire à ses places assises parce que, je le disais tout à l'heure, on n'est pas sûr que les clients reviennent en masse au restaurant, quoi. Ouais. Alors, c'est bien, tu as fait le boulot de André et de Nico. Mais Non, je les introduis. Pardon. Ouais. Non, mais tu as déjà donné, mais je voudrais avoir justement, là c'est très bien parce qu'on a des exemples très concrets de mode un petit peu dérivé du click and collect. Donc effectivement, moi en bonne pratique, Nico, tu as ces fameux bocaux là. Pourquoi plutôt des bocaux, plutôt des plats, etc. Est-ce que tu peux nous parler justement des choses qui ont fonctionné et pourquoi avec ce click and collect? Parce que les bocaux, parce qu'en fait, c'est comme quand tu crées un restaurant ou une entreprise, hein, tu réfléchis un peu à tout. Donc, un support qui soit un peu intelligent, qui se tienne bien, qui soit un peu rigide, parce que je voulais pas que les gens le transportent et que ça ressemble à rien quand ils arrivent chez eux. Écologique, parce que voilà, quand on l'a lancé, on commençait à avoir des masques partout dans la rue, par terre, et je me suis dit, il est hors de question qu'on retrouve mes barquettes par terre dans la rue parce que ça va contre ce que j'aime faire et comment je vois les choses. Donc, encore une fois, c'était un peu utiliser ce que je fais déjà dans notre restaurant gastronomique, dans notre bistrot, finalement, faire attention un peu à l'écologie, à notre économie, parce que j'ai vu une question passer tout à l'heure où on nous disait est-ce que c'est vraiment rentable ou est-ce que c'est juste pour être vu de nos clients. Comme M. Terrail disait, c'est pour garder un contact avec nos clients, mais en même temps, moi, je ne me voyais pas lancer quelque chose en le faisant à perte ou en tout cas sans gagner d'argent. Donc, on a tout calculé avant, on a tout millimétré avant. Je sais le ratio exact que j'ai sur une entrée, sur un plat, sur un dessert. Et je sais aujourd'hui, je ne le fais pas pour rien et que ça me fait gagner de l'argent. Donc, voilà, c'est largement faisable. Et puis voilà, donc on a vraiment tout paramétré. Encore une fois, il n'y a jamais à 100%. Il y a encore des erreurs de fait et tout, mais on essaye de tout encadrer pour que ce soit, que ça nous ressemble le plus possible. Déjà, un, pour commencer, et deux, d'une manière qui soit logique et normale, quoi. Il y a rien de... Enfin, moi, je suis toujours surpris quand les gens me posent la question ah ouais, les bocaux, mais c'est original, mais pourquoi, mais machin et tout. Parce que, voilà, vous mettez des câbles quand vous voyez des barquettes McDonald's dans la rue, quoi. Alors, il y a un moment à note, je ne suis pas débile, je vais essayer de trouver une solution et réfléchir à quelque chose. Donc voilà, je pense qu'il faut le faire, mais il faut le réfléchir. C'est pas, on ne se lance pas dans la bataille à cœur perdu comme ça, à l'arrache. Il faut vraiment se poser les bonnes questions avant, comment, pourquoi, quelle clientèle, voilà, et ainsi de suite. Et après, effectivement, pour rebondir sur les différentes opérations un peu spécifiques, là, nous, on est en train de lancer les paniers pique-nique parce qu'on s'est dit, tout simplement, en réfléchissant un peu, d'un seul coup, on me dit, super, les plages sont réouvertes. J'ai pris ma propre expérience, hein, j'ai des enfants, une femme, super, ce week-end on va à la plage, trop bien, et on mange où? On mange où? Les restaurants sont fermés, voilà, tout simplement. Donc du coup je me suis dit, écoute, on a des bocaux, ouais, on n'a qu'à les remplir, et puis on part avec nos bocaux, avec notre panier, notre baguette de pain et banco. Sauf que bon, il a fallu adapter, parce que là j'ai une entrée froide, un plat chaud, là-bas sur la plage, ou en forêt, peu importe, je vais pouvoir le réchauffer. Donc on a adapté, on a fait un plat froid, voilà. Et puis on a mis un paquet de chips. Les chips, je les ai réfléchis, hein. J'ai trouvé un artisan qui fait des chips locales, des chips picardes, des Hauts-de-France. Enfin voilà, on a continué avec un jus de pomme, avec une demi-bouteille d'eau. Enfin voilà. Au départ, on a même voulu mettre la bouteille de vin. Puis après, on s'est dit, on va nous mettre un caramel parce que s'ils reprennent la route en revenant du pique-nique, ça ne va pas le faire. Donc même ça, on y a réfléchi. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu aurais pu mettre une bouteille de vin. Je dis, oui, bien sûr. Puis quand ils seront plantés sur la route, ça sera de ta faute. Donc non. Jus de pomme, bouteille d'eau, déjà, commençons comme ça. Après, on verra. S'ils veulent vraiment compléter, quand ils viendront chercher la bouteille, quand ils viendront chercher le menu, il y a des bouteilles à disposition, ils les prendront, c'est leur problème. Mais voilà, c'est... encore une fois, je pense qu'il est vraiment important
de regarder tous les aboutissants, de tout paramétrer autour. Et voilà. Mais après, il ne faut pas non plus. Ça se fait assez facilement. Hein. C'est comme ouvrir un restaurant. C'est compliqué pour celui qui ne l'a jamais fait. Nous, ça n'a pas été simple de lancer Bocal, mais en même temps, on n'a pas dormi pendant 3 ou 4 jours. On s'est mis dedans à fond avec ma femme. On s'est dit, allez, on y va, quoi. Et encore maintenant, on se pose certaines questions et on continue à faire évoluer, à avancer les choses. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais ça a complètement répondu à la question. André, Ouais, je voudrais un petit peu enchaîner. Bah, nous, on lance aussi un panier pique-nique la semaine prochaine. Alors nous, on a mis une bouteille de vin, donc je ne sais pas. Je vais commencer à m'inquiéter en fait. On fait confiance à nos clients pour boire de manière responsable. Mais c'est ce qui est passionnant en tout cas, et c'est ce que j'entends chez Nicolas et ce que disait Rémi tout à l'heure, et c'est ce qu'on expérimente ici, c'est à quel point cette crise nous a forcé à travailler de manière un peu plus agile et aussi quelquefois à prendre des risques qu'on n'aurait pas pris autrement, ou en tout cas faire des petits paris. Et autrement, bon, on est une petite boîte, mais on a aussi notre culture, notre structure. Et tout d'un coup, il a fallu travailler en visio, il a fallu faire des choix, lancer un site web qui est pas totalement charté comme on veut, parce qu'en plus ici il y a une charte extrêmement sérieuse. On écrit sur quelle police, on utilise quel logo, comment, etc. Donc là, on a foncé. Et ça a été, je pense que c'est très riche d'enseignements et ça va rester. On a vraiment, je tiens à saluer d'ailleurs vraiment le travail de notre DG Yannick Branchereau, qui a été vraiment sur le terrain et qui a coordonné tout de suite les ressources et qui a trouvé des solutions quelquefois dans malgré tout un environnement de travail, on l'imagine, qui est très complexe, qui est très contraint. Et il fallait trouver des solutions. Et dès le départ, on a fait des choix, on a fait des paris, et ça nous a forcé à travailler de manière agile, un petit peu. Je pense que c'est toi, Antoine, qui le disais, de manière agile. Et ça va rester. Aussi avec nos partenaires en communication. Alors, on travaille avec l'agence Melchior pour la relation publique, on travaille avec l'agence Piaton, c'est sur toute la charte, tout ce que sont les visuels. Et là aussi, ils ont été présents dès le départ et ils ont tout de suite répondu présent. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire? Et avant même d'envisager des chiffres d'affaires importants, c'était surtout important d'être là, au contact de nos clients, en relation publique, sur les médias sociaux, qu'est-ce qu'on raconte, comment on va le raconter, et quelquefois, là aussi, en faisant des choix un peu risqués, qu'on n'aurait peut-être pas fait, parce qu'on est une marque de luxe, il faut qu'on fasse attention, et on a avancé très vite, et je trouve ça très riche et assez remarquable, en fait. En effet, je vais dans ton sens, André. Moi, ce que je remarque dans les restos, et effectivement, j'en ai déjà parlé, aujourd'hui, les restaurants découvrent ce que c'est que le monde d'une start-up. Hein. Nous, on le connaît depuis des années, mais c'est vraiment ce monde de l'incertitude, à savoir où tout change. Il faut se réinventer en permanence. Et la solution là-dedans, et c'est ce que nous, on va essayer de faire avec les restaurateurs, c'est vous accompagner dans ces méthodes d'itération, justement, pour tester, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, changer, savoir pivoter, comme on le dit souvent dans nos métiers, pour arriver à trouver son marché, sa clientèle, son produit. Ça, c'est des choses qui sont assez nouvelles dans le monde de la restauration. Et c'est vraiment important d'arriver à être agile, comme tu l'as dit à l'instant, André. Je pense que là est la clé du succès, est de trouver un passage au niveau du click and collect ou d'autres choses. Hein. Là, on est concentré sur ce sujet-là, mais c'est la même méthode pour n'importe quel produit. Guillaume, tu as vu passer pas mal de solutions, toi, au cours de vos différents travaux aux collectionneurs. Est-ce que tu aurais un conseil à donner sur l'outillage, les acteurs, parce qu'il y en a beaucoup aussi, hein, il y a beaucoup d'acteurs qui font du click and collect, il y a beaucoup d'acteurs qui disent qu'ils font du click and collect aussi. Pareil pour le delivery. Assez rapidement, est-ce que tu peux nous dire comment trouver un petit peu son outil qui correspond à son restaurant? Ah, t'as pas ton... la première chose. C'est bon. Pardon. Si, c'est bon. C'est bon, excuse-moi.
La première chose, c'est de définir son offre au sein de son restaurant. Ça, c'est la première chose. Nous, chez les collectionneurs, on a de la chance d'avoir une cellule achat et une cellule de réflexion par rapport à tous les sujets en ce moment. Donc, chaque sujet qui est remis sur le tapis, on l'étudie et on avance. Donc, il y a l'histoire des contenants. Est-ce qu'il faut continuer à… Enfin, l'histoire des bocaux, elle est super parce qu'elle est éco-environnementale et c'est génial, mais qui vend des bocaux, comment on retrouve les bons acteurs. Et une fois qu'on a le support de commercialisation, enfin, on peut trouver des click and collect de Shop and Go. Nous, on a un accord avec Happy New, donc y a pas on avance avec eux, mais celui qui veut pas avancer avec Happy New, il y en a d'autres qui sont MyBizBox ou alors ClickIt. Enfin, et moi, ce que je dis, c'est d'abord, avant de se lancer dans ça, il faut déjà connaître les concurrents, déjà connaître qu'est-ce qu'on veut mettre dans le click and collect et quelle est l'offre. Et une fois qu'on a l'offre, on peut dérouler. Mais enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut réfléchir à ce qu'on veut faire pour le faire. Si on envisage de faire la même chose que ce qu'on avait au restaurant, c'est possible. C'est Alain Ducasse qui vient de le lancer avec Ducasse chez vous et la Ducasse Box. Mais il y a d'autres, je pense à Laurent Trochin par exemple, qui a lancé le petit numéro 3 sur une autre offre et qui a changé son identité, enfin qui a une offre à travers son restaurant étoilé et qui a une autre offre à travers son click and collect. Il y a une vraie règle de bonne pratique que je veux soulever, c'est bien d'étudier son offre, etc. Mais l'essentiel dans le click and collect, c'est quand même la vente additionnelle pour tous les établissements. Il ne faut pas oublier de dire, OK, on a un menu, on a des choses mises en place, mais il ne faut pas oublier de dire, je peux vendre du vin, des jus de fruits, de l'eau, et pourquoi pas le boulanger, le pain. Nico, il acquiesce parce qu'il est à fond, il est complètement dans cet esprit-là, et je peux donner tellement d'exemples à travers Nadia Samu, Nicolas Isnar, que la vraie bonne pratique, c'est la vente additionnelle quand même. Faut pas oublier, on en parle très peu, je vais juste faire une aparté. On a des règles en France qui sont sur la méthode HACCP pour la cuisine, parce qu'il ne faut pas oublier les règles d'hygiène. On ne l'évoque pas assez, et pourtant, il n'y a pas un cuisinier aujourd'hui ou un chef d'entreprise sur la restauration qui ne se pose pas la question s'il faut aller ou pas dans le click and collect ou sur la vente à emporter. Et ça, je pense que la question, elle est pour tout le monde depuis 2 mois. Est-ce que je m'y lance? Est-ce que je ne me lance pas? Faut pas oublier les vraies règles d'hygiène sur les méthodes HACCP. Faut pas oublier ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire en termes de notamment des traiteurs ou l'étiquetage ou est-ce que je peux quelles sont les méthodes de surgélation, de conservation du froid, du chaud. Et donc, attention quand on se lance dans ce service de bien prendre en compte ces paramètres-là. Oui, c'est exactement le sujet du dernier point. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. On couvre un petit peu les sujets. Donc, je vais rester un petit peu avec toi, Guillaume, parce que tu viens justement de parler de toutes ces normes-là. Trouver un modèle hybride entre justement la restauration de salle et le click and collect. Quels vont être, selon toi, les points donc tu viens de parler du HACCP. Comment tu imagines les points critiques justement pour arriver à garder ces 2 métiers-là après la réouverture? Le modèle hybride, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir une base commune de clients. C'est de dire, à partir du moment où je communique sur ma formule de click and collect, c'est ma base client qui va être la première bénéficiaire de ça. Donc, c'est mon client qui vient, qui a l'habitude de m'acheter des coffrets cadeaux, donc qui va continuer à ça, qui a l'habitude de réserver des tables. Le lien hybride, c'est justement cette histoire de data, mais moi, je pense que c'est 2 métiers différents de dire le service à table et le click and collect. D'accord. Là, on va se retrouver sur la data. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont en parler mieux que moi. Mais pour moi, c'est 2 métiers différents et on ne peut pas dire… je ne vois pas le client de demain
dire j'ai choisi mon entrée, mon plat, mon dessert, je sais déjà ce que je vais manger, ce que je vais boire quand je rentre dans le restaurant et du coup, j'ai aucune interactivité ou aucune interaction avec le serveur ou avec les gens qui sont dans le restaurant. Et donc, je ne comprends pas l'utilité d'aller au restaurant dans ces conditions. D'accord, oui. Oui, donc là, tu parles effectivement du fameux choix du menu ou en tout cas de la commande au moment de la prise de réservation. Donc ça, effectivement, ça c'est quelque chose chez nos clients Guest9. On a des demandes, très clairement. Alors, souvent du choix de l'expérience, beaucoup plus que du choix très précis de 2 entrées comme ci et 3 entrées comme ça au moment de la prise de réservation, même si ça pourrait avoir un intérêt d'un point de vue déjà sanitaire dans un premier temps, parce que bon, il y a toutes ces problématiques de menu à ne pas toucher, etc. Écologique également, parce qu'on évite le gaspillage puisqu'on sait déjà à l'avance. Mais le sujet aussi est de dire quand je vais là-bas, je vais chercher une expérience. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet un petit peu border. C'est pas tout à fait click and collect, mais c'est aussi une connexion, on va dire, entre 2 métiers qui peut avoir son intérêt. Je reviens très rapidement sur Nicolas et André. Question hyper simple. Est-ce qu'à la réouverture de vos établissements, vous allez continuer de faire du click and collect, Nicolas? J'espère. Voilà, j'espère pouvoir continuer à faire le click and collect. Je suis en train de réfléchir, encore une fois quelques nuits blanches, mais c'est pas encore défini complètement. Mais en tout cas, je suis sûr que je vais finir par trouver la solution parce que je suis pas du genre à baisser les bras et machin. Donc, je réfléchis aux solutions et aux faisabilités surtout, à continuer le click and collect. Alors, comment, pourquoi idéalement, je souhaite réouvrir en nature notre restaurant gastronomique. Je souhaite réouvrir le bistrot RG, mais je souhaite aussi continuer cette offre-là. Sauf que cette offre-là me prend du temps, me prend des cuisiniers. Je pourrais foncer tête baissée en me disant je rachète un nouveau local avec une cuisine et puis boum, on fonce dans le tas, on y va. Peut-être. Ou peut-être que j'utilise la propre cuisine de mon bistrot et que je crée une équipe de nuit qui va produire nos bocaux la nuit pour les distribuer la journée. Pas si con parce que je ne réinvestis pas dans une cuisine, j'ai juste une chambre froide de plus à racheter. Et puis je ne me remets pas de traite sur le dos en soi. Donc, il y a plein de… Je pense qu'il y a plein de solutions. La partie traiteur, peut-être, pourquoi pas sous-traiter avec un traiteur, comme le disait Rémi. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein de solutions. Donc, on y réfléchit encore, mais je pense que ce n'est pas incompatible, c'est clair. D'accord. Ouais, André, même question? Oui, moi, je dirais un petit peu la même chose que Nicolas. En fait, je ne vois pas pourquoi on arrêterait, d'autant plus que la reprise risque d'être longue et complexe. Enfin, elle sera longue et complexe. Et moi, je vois ça comme un peu un vase communicant. Alors, c'est peut-être un peu simpliste comme vision, mais il faudra du temps pour que les clients reviennent dans nos restaurants à plein. Et donc, entre-temps, ça peut permettre finalement de faire une sorte de balance. Et on espère bien sûr que c'est une offre qui restera. Il y a 1000 problématiques, dont certaines que nous ne connaissons pas encore, parce que pour l'instant, on a encore, on découvre, même si l'HECCP, on connaissait déjà, donc c'est un avantage. Mais je pense qu'il y a, on a des choses à faire dans le click and collect, dans la livraison, pour nos clients, que ce soit à l'intérieur ou hors les murs, c'est clair. Rémi, Guillaume a évoqué la data. Toi comme moi, évidemment, on est un peu dans ce monde-là, donc c'est des choses auxquelles on pense. Arriver à récolter de l'information sur les clients à travers différents outils pour la faire parler ensuite afin d'amener une meilleure expérience aux clients. C'est des choses que tu évoques régulièrement. Selon toi, quel est ce modèle hybride qui pourrait sortir avec la réouverture et qu'est-ce qu'on pourrait proposer justement selon toi? Alors, d'abord, sur le premier temps, pour qu'on ne confonde pas, ou en tout cas, moi j'avais cru comprendre ça au départ, je croyais que l'hybride, c'était entre la place assise et le click and collect. La vision du marché, c'est que pour moi, le click and collect, c'est de la croissance accélérée. Hein, vous savez, c'est comme un hôtel qui monte un spa.
parce qu'il veut augmenter la durée moyenne séjour, bah aujourd'hui, le restaurateur, il est en train d'inventer son click and collect. Bon. Et là, en l'occurrence, on est sur un modèle non pas de croissance organique, mais de croissance accélérée. Donc, je sais qu'avec l'ouverture des restaurants, on ne va pas peut-être avoir plus de clients, comme le disait André, parce que ça va être assez long. Donc là, le modèle, c'est de lancer sur la croissance accélérée. Et en l'occurrence, quand on fait de la croissance externe, bah, naturellement, il y a deux questions qui vont se poser. C'est un, comment on fait pour le financer, et deux, comment on fait pour structurer la data. Donc là, le sujet sur lequel on arrive. Alors, sur la partie du financement, moi, je pense que le plan tourisme peut être un effet de réassort pour financer ces projets-là. Parce que moi, quand j'entends Nico qui dit, bon, ben, est-ce que est-ce que j'investis dans une cuisine derrière parce qu'il me faut plus de production, etc. Ben, je pense qu'il y a des outils qui vont se mettre en place. Et sur la connectivité même, alors on appelle ça la console Shop & Go parce qu'il fallait lui donner, c'est un nom de logiciel. Hein. Mais par exemple, demain, les adresses de nos clients, elles seront personnalisées. C'est-à-dire que si Nicolas dit moi je vais lancer le click and collect de Restaurant Nature, bah, ça s'appellera livraison ou je ne sais pas plat emporté.restaurantnature.com. C'est-à-dire que les logiciels vont arriver en marque blanche. Donc ça, c'est la bonne nouvelle parce que moi, tout ce qui renoue un dialogue entre le restaurateur en direct et le consommateur, ben, il faut le mettre en place, y compris dans les adresses Internet. Donc, le première logique du Big Data, c'est déjà de partir du principe que le restaurateur, il doit être propriétaire de ses bases de données, propriétaire de l'adresse qui lui permet de faire du click and collect et avoir la possibilité, effectivement, ensuite de se dire, cette donnée que je vais avoir, comment je fais pour la croiser avec d'autres domaines. Alors, je donne un exemple très concret. Si Monsieur Philippe, il vient manger au restaurant gastronomique et puis Monsieur Philippe, il vient manger au bistrot et Monsieur Philippe, il a en plus acheté en click and collect, ben, je pense qu'à un moment ou à un autre, les logiciels comme les tiens ou comme les miens, ils vont se réunir et ils vont dire comment on fait pour parler entre eux. Alors, c'est ce qu'on appelle techniquement dans le jargon des API, c'est-à-dire qu'on est capable de faire remonter des données centrales pour que les restaurateurs, il a un tableau de bord lui permettant de savoir à quel moment de consommation Monsieur Philippe il est plus sensible à un panier pique-nique que plutôt venir manger en couple dans son restaurant traditionnel ou gastronomique. Et donc, le sujet, moi, qui m'anime, c'est justement que demain, il y a des collectifs qui vont se créer pour être capables d'apporter des tableaux de bord qui vont permettre aux restaurateurs de savoir quand est-ce qu'il enclenche une campagne d'SMS ou une campagne d'emailing, par exemple. Voilà, pour vraiment être à l'avant. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus le client qui doit aller au restaurateur, c'est le restaurateur qui doit aller vers le client. Donc voilà, typiquement, moi, ce que j'appelle là où est vraiment l'hybridation. Le marché, non, c'est je continue à être restaurateur et je me lance dans de la croissance externe avec le click and collect. Par contre, sur la technologie, oui, là, il faut arriver à s'associer pour ouvrir des nouveaux tableaux de bord. C'est très clair et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu racontes. Merci beaucoup. Alors, on a évidemment un peu débordé, mais venant de Toulouse, c'est normal. Je vais maintenant parler on va regarder un petit peu les questions. Alors, je les ai suivies un petit peu au long de la présentation. Il y en a pas mal qui ont déjà plus ou moins été répondues. Alors, plusieurs personnes ont voté sur la question de Thierry, la première, sur la rentabilité. Alors, justement, ça a été un vrai sujet. Donc, le click and collect est-il rentable ou c'est plus pour rester visible commercialement et continuer à fonctionner et faire plaisir à vos clients? Donc, ça a été plus ou moins évoqué. Ça lève la question de la rentabilité réelle. Hein. Donc, est-ce que je vais poser la question surtout aux deux restaurateurs concernés ici. Je commence par toi, André. Je commence toujours par Nico. On change. Toi, c'est avant tout de la communication et la rentabilité n'est pas prouvée, ou est-ce que tu as déjà trouvé une rentabilité? Alors, les deux, mon capitaine, en fait, on a évidemment
on a fait exactement, je pense que ce que Nicolas disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a regardé la fiche technique, on a fait nos petits calculs de marge première, et par contre, on n'a pas regardé les coûts de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a vraiment considéré la marge première, mais je pense qu'on est rentable, on aura la confirmation quand on sortira des exploitations du mois. Mais quoi qu'il en soit, je suis assez confiant. Et puis après, faire plaisir à nos clients, oui, clairement. Il faut qu'on soit présent maintenant pour que nos clients pensent à nous, j'espère, parmi les premiers. Et Dieu sait si Paris a une offre de qualité. Moi, j'ai essayé le menu de Jérôme Vantel, la réserve, franchement, c'est top. J'ai pas grand-chose à dire. Le rapport qualité-prix, il est exceptionnel. Nous, on a fait le choix à la Tour d'Argent de pas faire. On s'est posé la question de pas faire d'offre gastronomique parce que on considère que c'est un ensemble avec la vue, les vins, le service, le cadre. Donc c'est un choix, mais ça veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien parce que franchement, je crois que c'était 69 € pour un menu gastronomique en plus livré avec plein de petits conseils. Franchement, rien à dire. Je me demande si je vais pas recommander d'ailleurs. Donc en fait, et je pense que c'était peut-être, je crois que c'était Guillaume qui le disait tout à l'heure, il faut vraiment rester cohérent par rapport à ce qu'on est pour que le client se retrouve. Donc la réponse à la question est les deux pour moi. Ça marche. Nico, tu t'es rendu. En fait, un peu comme M. Thérèse, c'est la même chose. Évidemment, il était hors de question de le faire pour perdre de l'argent. On l'a fait aussi pour nos équipes, il ne faut pas les oublier. Moi, j'ai remis toute l'équipe de cuisine au boulot. Ce qui nous a décidé, il faut savoir, c'est qu'en fait, on avait un groupe de discussion entre toute l'équipe. Et je me souviens toujours, le dimanche après-midi, on discutait, ils avaient tous la patate. Le dimanche soir, on nous annonçait qu'on en avait pour jusque fin mai, début juin. Et le lendemain, je les avais tous en pleurs au téléphone. Et c'est là que j'ai dit, bon, allez, on engrange, on y va, on les remet au boulot. C'est à moi de me démerder, c'est moi le boss. J'y vais, je trouve des solutions. Et c'est là qu'on a enchaîné. Donc, il y a aussi les équipes qui sont importantes, il ne faut pas les oublier. Et nos clients, parce que tous les jours, j'ai des clients et de chez Nature qui viennent, et du bistrot, plus une nouvelle clientèle. Et tous les clients qui viennent de chez Nature ou du bistrot, ils me disent tous vivement que ça réouvre, qu'on puisse venir vous voir. Mais par contre, ce serait bien que vous gardiez quand même les bocaux après. Enfin voilà, il y a un vrai discours avec eux, une vraie conversation, et qui fait qu'encore une fois, ils ne nous oublient pas. Et ça, c'est vrai que c'est une part importante, j'ai envie de dire, du click and collect. C'est super important. Mais aussi, je ne le fais pas pour la gloire, je le fais aussi parce que financièrement, on en a besoin et que ça ne fait pas de mal de toute manière. Et c'est pour ça que, oui, effectivement, on gagne aussi de l'argent à le faire. Ok, super. Je passe à une autre question, une question très intéressante de notre ami Alexis qui nous dit justement, est-ce qu'en fait, en faisant du click and collect une fois que c'est réouvert, je ne vais pas perdre des clients en salle? En gros, est-ce qu'on ne va pas avoir un transfert de clientèle de la salle vers le click and collect et a priori, du coup, peut-être gagner moins d'argent si forcément le coût du repas est moins élevé. La rentabilité, c'est une autre question, mais est-ce que c'est un risque, enfin, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Peut-être, Rémi, tu as une idée là-dessus? Pardon. Oui, alors moi je vais rassurer Alexis parce que en fait on va pas les restaurateurs qui se sont lancés dans le click and collect ne vont pas perdre de place à table et je m'explique pourquoi. En réalité, les restaurateurs en ce moment que nous avons équipés sont en train de me dire au final moi j'ai une cuisine et j'ai un lieu de production. Ce lieu de production il délivre un point A qui est ma salle de restaurant. Est-ce que cette cuisine elle a la capacité de livrer d'autres lieux de production? Je m'explique. J'ai aujourd'hui, moi, des chefs, dont des chefs étoilés, qui sont en train de lancer plusieurs boutiques en ligne. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de lancer la boutique en ligne, comme tout à l'heure, Guillaume disait, Laurent Trochin lance le petit numéro 3, et je trouve ça génial. Ils sont en train de se dire, moi, je vais, par exemple, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger, j'ai une légitimité sur une cuisine du monde, je vais lancer en extension mon restaurant, mais je vais aussi me lancer sur une boutique
qui va me permettre de vendre des produits sur un marché de cuisine du monde spécifique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer des nouveaux circuits qui n'ont rien à voir avec leur offre primaire. Et moi, je suis entièrement d'accord. Quand on va manger avec André, je suis entièrement d'accord avec André parce que quand vous allez manger à la Tour d'Argent, vous y allez avec votre épouse pour fêter un événement en famille, avec une entreprise pour fêter un contrat, enfin que sais-je. Et si vous voulez, tout est important dans l'expérience parce que c'est une expérience unique. La vue, l'épaisseur de la carte des vins, la qualité des maîtres d'hôtel qui sont indispensables. Et ça, si vous voulez, les clients, ils vont continuer à venir chercher cette expérience dans les restaurants. Alors, plus facilement dans les restaurants qui sont uniques. Et je ne parle pas uniquement haut de gamme et étoilé. Parce que regardez ce qu'a fait René Redzepi pour le moment. Lui, il a dit j'arrête tout et il vend des hamburgers en ce moment. Hein. Donc, lui, il a carrément fait pivoter son offre. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, j'en ai aucune idée. Mais il y a des prises de risques qui sont faites qui, là, démontrent qu'il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui qui ne l'étaient pas hier. Et maintenant, il va falloir peut-être que les zones de production qui sont une cuisine, on les imagine dans différents îlots qui sont faciles digitalement à exprimer avec une offre particulière pour venir les présenter. Ok, merci Rémi. Allez, encore deux petites questions. Il est 16h, on se donne 5-10 minutes de plus, grand max, parce qu'il y a quelques questions. Alors, il y en a pas mal qui viennent déjà d'être répondues à travers… on se descend un petit peu. Je vais sur la question de Bruno. Pour toi, je pense, tout Guillaume, parce que c'est justement les normes sanitaires, les questions autour de ça. Quelles sont les mesures sanitaires pour ces nouveaux modes de fonctionnement? Y a-t-il des contrôles? Alors évidemment, hein, on ne sait pas encore trop, mais est-ce que tu peux nous préciser ce que tu as entendu déjà au niveau des normes sanitaires et des choses à respecter? Parce que attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, même si en ce moment c'est un peu le Far West. Les normes sanitaires, à partir du moment où on est dans les méthodes HACCP, on est déjà bien calé sur les normes sanitaires pour un restaurant. Pour de la vente à emporter, les normes sanitaires sont un peu plus drastiques sur les méthodes de surgélation, de congélation, de transport du froid. Alors, je pense pas qu'il y a des contrôles depuis 2 mois, mais je pense certainement qu'il y en aura plein dans les mois à venir. Parce que tout le monde commence à faire de la vente à emporter et que le système de la vente à emporter ou de la livraison ou tous ces métiers-là, c'est pas pour rien, et Rémi peut en parler, qu'il y a des traiteurs en France et les traiteurs ont une vraie réglementation sur leur façon de faire leur métier. Le restaurateur arrive petit à petit à devenir traiteur. Il y en a qui arrivent très bien, il y en a qui sont plus sur le démarrage. Et pour moi, il va y avoir vraiment des contrôles dans les semaines ou dans les mois à venir parce que c'est un métier comme… Enfin, on est en train de dire que le click and collect, c'est une extension de restaurant. On peut en avoir plusieurs, c'est ce que vient de dire Rémi, mais c'est plusieurs métiers différents. Et donc, automatiquement, le jour où il y a un contrôle, il y aura un contrôle sur la partie principale de l'activité de l'entrepreneur et il y aura un contrôle sur toutes ces activités annexes. Donc, pour moi, oui, il y aura des contrôles. Après, s'il faut lister toutes les mesures sanitaires, alors il y a un protocole sanitaire pour la restauration à table qui n'est pas encore sorti et qui va sortir la semaine prochaine normalement. Mais le protocole sanitaire des traiteurs, il est déjà connu et je pense que les traiteurs de France, notamment, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont déjà dedans avec des normes ultra strictes. Alors, je ne vais pas les lister, je suis désolé pour aujourd'hui. Sinon, on finit à 22h. Je crois qu'on va exploser le timing. Allez, une toute dernière, elle sera pour toi, Rémi, en 2 minutes, parce que je vois le contenu et je pense que ça va te parler. Question de Stéphane, le click and collect, cela remplace les coffrets cadeaux provisoirement, point d'interrogation, ou cela peut faire office de boutique en ligne à l'avenir, donc pour les fêtes par exemple. Donc, évidemment, tes deux métiers, coffret cadeau, click and collect, comment tu vois cohabiter tout ça?
Ben, c'est assez génial parce que c'est notre discussion de samedi avec Nico. Parce que Nico a le don de m'envoyer des SMS tous les week-ends pour dire faut faire ci, faut faire ça. Et ça, c'est génial d'avoir un collectif Toi aussi. qui a progressé. Et on a lancé la vente de coffrets cadeaux pour venir rechercher du click and collect. Parce qu'on s'est dit au final, il ne faut pas confondre la méthode d'achat en réalité avec le produit qu'on achète. Donc oui, là pour le coup, il y a des programmes qui sont en train de se lancer qui permettent de ces coffrets cadeaux de pouvoir offrir à quelqu'un un menu en click and collect et plus particulièrement, quand je le disais tout à l'heure, la magie des restaurants à domicile qui est en train de se développer et qui est en train de s'offrir dessus. En revanche, ça ne va pas enlever la part des coffrets cadeaux qui, elle, est en progression constante sur la restauration, toute catégorie, hein, bistrot, brasserie et restauration gastronomique, où là, il va y avoir inévitablement avec là, le déconfinement et la réouverture des restaurants, ça va être la méthode d'achat la plus efficace. Pourquoi ? Parce que là, je me suis aperçu que dans les hôtels, plus particulièrement, qui pratiquaient les arts, les gens n'étaient pas rassurés. Et donc, parce qu'ils avaient peur de perdre leurs arts. Et au final, ils achètent plutôt des coffrets cadeaux que d'acheter des arts parce qu'ils savent quand est-ce qu'ils peuvent venir dans les établissements. Donc, ils peuvent choisir la date. Donc, il va y avoir un appel d'air parce que c'est plus rassurant de coffret cadeau de l'acheter pour soi ou de l'offrir à quelqu'un. Et il va y avoir maintenant dans les coffrets cadeaux, ben, en tout cas, moi, je le confie à tout restaurateur, qui est équipé d'un côté et qui d'un autre côté a une offre de click and collect, de venir le mettre parce que je suis sûr que ça va marcher. Super, très bien. 16h06, pardon, on n'est pas trop mal. Je vous propose de conclure cette session. Donc, merci déjà à tous d'être venus et à tous Merci Antoine. Et merci de participer. Merci Antoine. Je vous rappelle pour tout le monde, on a encore 2 sessions la semaine prochaine avant de connaître cette fameuse date de réouverture, on l'espère, qui arrivera la semaine prochaine. Donc mardi prochain, 15h, même heure, même lieu, sur quelque chose de plus autour de notre métier à nous, à savoir la réservation. Donc comment on va pouvoir gérer toutes les contraintes autour de la réservation à la réouverture, parce qu'il y a de fortes chances que la réservation devienne quasi obligatoire dans pas mal de les flux. Il va y avoir beaucoup de contraintes, donc on essaiera de répondre à toutes vos questions là-dessus. Et puis jeudi, on parlera communication pour travailler justement la relance avec ce fameux fichier client qui a déjà été évoqué plusieurs fois aujourd'hui et dans les sessions précédentes. E-réputation également avec des spécialistes du sujet. Voilà. Et puis on essaiera de conclure peut-être un petit peu plus tard dans encore une autre session. Pensez à nous retrouver sur la page que vous voyez vous afficher sur votre écran pour avoir toutes les clés pour relancer après le Covid. On a regroupé des ressources, on a nos fameux webinaires, tout un tas d'outils qui vous permettront d'essayer de vous y retrouver dans ces méandres post-Covid. Merci à tous, merci beaucoup et à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci. Merci. Prenez soin de vous. Merci à tous.